Bon, donc les villes nouvelles françaises, tu peux passer, la diapo suivante, Dominique, s'il te plaît? Enfin, je ne sais pas qui le fait. Voilà, donc la situation dans ah mince, il y a quelque chose qui se met, voilà. Alors, la situation en France dans les années 60 était, hem, un peu catastrophique sur le plan du logement. En région parisienne, on avait une crise du logement, avec 150 000 nouveaux résidents par an, qui étaient reçus dans des banlieues sous-équipées, entièrement dépendantes de Paris. On avait construit dans l'urgence des grands ensembles, qui contribuaient, à l'urbanisation à tache d'huile, et l'asphyxie de l'Île-de-France, avec, bien sûr aussi le manque d'équipements commerciaux, administratifs, socio-culturels. Et la situation n'était pas meilleure dans les métropoles de province. La même problématique, saturation des centres, congestion des voies de circulation, spéculation foncière. Tu peux Voilà, donc en 1964, l'État s'engage dans la réalisation de villes nouvelles, 5 autour de Paris et 4 autour des grandes métropoles françaises, heu, sur 85 000 hectares du territoire français. J'ai insisté sur le nombre d'hectares parce que, c'était sans doute, la grande différence par rapport, à ce qui s'était fait avant. C'est-à-dire que bon, on construisait on construisait des bouts de villes, des quartiers, mais on n'avait jamais, fait des projets sur, une partie significative du territoire français. Donc, vous avez sous les yeux la carte en France. Donc en région parisienne, heu, on a eu Évry, sur 4 100 hectares, qui est revenu au droit commun en 2000. Cergy-Pontoise, 8 000 hectares revenus au droit commun en 2002. 50 en Yvelines, oui, où j'étais inspectrice foncière, j'ai oublié de le dire ça dans ma présentation. Donc 65 300 hectares et qui est revenu aussi au droit commun en 2002. Mélin-Sénart qui est toujours en cours, Marne-la-Vallée, avec 15 000 hectares, toujours en cours et dont va nous parler Michel, de façon, détaillée. Dans les métropoles de province, donc on a Marseille, on a eu les Parèbes, les rives de l'étang de Berre à côté de Marseille, 27 000 hectares qui est revenu dans le droit commun en 2001. Normalement, je crois que quelqu'un heu, Ludovic Vert d'Aix-en-Provence devait assister, mais bon. Lyon, l'île d'Abo, 5 900 hectares, qui est revenu au droit commun en 83. Lille, ça Bruno pourra nous en parler, Villeneuve-d'Ascq sur 2 000 hectares, qui est revenu au droit commun en 83. Et Rouen, donc à côté de Rouen, le Vaudreuil, Val-de-Reuil ensuite, 3 400 hectares, revenu au droit commun en 1985. Voilà, s'il te plaît, Dominique. Donc, l'objectif, c'était de réaliser de vraies villes, en créant un environnement, bien sûr, intégrant les espaces de respiration, définissant un cadre de développement maîtrisé, en stimulant des initiatives. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a mis dans l'invitation, l'objectif, c'était de faire des villes, euh, donc à cette échelle, hein, des villes qui seraient faites, enfin dont la durée, elles sont toujours pas finies les villes. De l'ouvrier disait toujours qu'elles seraient terminées quand les cimetières seraient pleins donc elles continuent leur vie de toute façon, mais à l'époque c'était quand même une énorme différence puisqu'on est passé de 300 hectares
pour construire en gros 10 000 logements en 6 à 10 ans. Et là, on était sur l'objectif de l'aménagement de plus de 85 000 hectares en 30 ou 50 ans. Donc pour ça, évidemment, il y a eu un engagement énorme de l'État et la mise en place d'une coopération entre les collectivités locales et l'État. Ça, c'était la grande différence avec ce qui s'était passé avant. Donc les établissements publics d'aménagement, qui étaient des outils techniques initiateurs de l'aménagement, constitués d'équipes pluridisciplinaires, ça aussi très très important. Donc ces équipes-là, c'était bien sûr des urbanistes, des architectes, des programmateurs très importants, des géographes, des sociologues, des équipes complètes qui travaillaient avec un syndicat d'agglomération nouvelle, les SAN, administré par un comité d'élus des communes qui le constituaient et qui étaient les interlocuteurs des EPA et qui autorisaient en fait la mise en place de tout ça. Alors, la mise en place d'une politique foncière pour éviter la spéculation, j'insiste là-dessus. Je vous l'ai dit, j'ai été avant inspectrice foncière à Saint-Quentin en Yvelines et je pense que le côté foncier, c'est encore le cas maintenant, mais ça a été absolument fondamental. D'abord, la création de zones d'aménagement différées. Donc, on a à l'époque gelé un périmètre de ville nouvelle et 20 ans après, on continuait à acheter le terrain qui avait été exproprié au même prix que 20 ans avant. Donc, c'était, sans cela, évidemment, on n'aurait jamais réussi à faire cet aménagement. Voilà, j'y tiens parce que moi, à l'époque, j'étais donc, je vous dis, inspectrice foncière. Donc, j'accompagnais le juge de l'expropriation sur le terrain. La recherche d'un équilibre entre l'habitat et l'emploi, c'est aussi très important, très, très important. Un emploi par actif et comme dans les années 70, en fait, les premiers habitants ont été surtout des jeunes couples avec enfants, avec un taux d'emploi, enfin des femmes beaucoup plus important que dans le reste du pays. C'était des jeunes femmes formées et il fallait bien sûr assurer un taux d'emploi plus important qu'ailleurs. Voilà, donc bien sûr le soin apporté aux équipements publics, l'environnement ou encore la promotion de méthodes constructives avec des concours d'urbanisme, d'architecture, etc. J'ai développé cela dans un article que vous trouverez sur le site de la SFU en détaillant vraiment tous ces aspects juridiques, très, très, encore une fois, très importants. En 2 mots quand même, donc d'abord, les villes nouvelles bénéficiaient du statut d'OIN, d'opération d'intérêt national. Les permis de construire étaient délivrés au nom de l'État et l'État pouvait faire modifier les documents d'urbanisme élaborés par les communes pour les mettre en conformité avec les objectifs de l'opération d'intérêt national. Surtout, l'OIN marque aux yeux des investisseurs l'engagement de l'État pour le développement. Et ça, c'était très important. Parce que, en fait, ces villes qui étaient très soutenues par l'État, c'est clair, devaient attirer, bien sûr, devaient séduire l'État, bien sûr, pour continuer, mais aussi les investisseurs, c'est-à-dire les promoteurs, les industries. Moi, j'ai été donc, je vous disais, inspectrice foncière et ensuite, je suis passée au service
économiques pour justement aller chercher des entreprises. Ça a été un rôle très, très important. On faisait le tour de Paris et on essayait de séduire des chefs d'entreprise pour venir en ville nouvelle. Voilà. Bon, encore une fois, l'utilisation de la procédure des ZAD, donc des zones d'aménagement différées, et l'application des dispositifs de la loi du 26 juillet 62 relative au droit de préemption dans les zones urbanisées, en priorité dans les zones d'aménagement différé, et a été bien sûr fondamental. Tout cela était… on avait l'appui à l'époque, bien sûr, de la DATAR, qui voulait rééquilibrer les entreprises en France. Oui, rééquilibrer le territoire, tout à fait, et donc qui nous ont bien aidés pour amener les entreprises. Voilà, on avait, je crois que je vous en ai dit pas mal. Encore une fois, c'est très… L'article, si vous voulez bien vous référer à l'article que j'ai écrit l'année dernière, c'est beaucoup plus complet, bien sûr, mais je vais peut-être m'arrêter là et on va passer aux pratiques avec Michel Fanny, qui va donner l'exemple de Marne-la-Vallée avec ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire montrer qu'en 20 ans, le management a changé en fait en fonction de la période, bien sûr, et de la vie, tout simplement, et des besoins et des aspirations des habitants. Voilà. Donc à toi, Michel. Ah, Michel, ton micro peut-être. Michel, ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Ça y est, ah ouais, bon, d'accord. Il faut que ça se chauffe. Désolé. Bon, donc je vais vous faire une petite présentation un peu de l'exemple de Marne-la-Vallée. Alors, bon, je ne vais pas redétailler ce que tu viens de dire, Chantal, parce qu'en fait, il y a un élément, on parle de Marne-la-Vallée, on parle des villes nouvelles en général, un projet d'aménagement, donc c'est du physique et tout, mais il y a quand même un élément qui est très, très important, c'est ce que tu viens de dire, Chantal, c'est le fait que il y a eu une organisation spécifique. Et c'est ce que j'ai mis dans ce titre, d'un management hiérarchique à un management transversal. Et ça, c'est vraiment capital. Ça a été la clé du truc. Allez, vous pouvez changer de slide. On va rentrer dans l'historique. Voilà, donc ça, c'est un slide très ah ben, c'est pas très condensé visible. Qui explique l'ensemble du sujet. C'est-à-dire que, donc, comme tu disais, Chantal, il y a eu, vers les années 60, un gros problème de fonctionnement de la région Île-de-France. Forte croissance démographique, avec des emplois concentrés surtout vers le centre, et dans Paris intramuros, et les développements Pardon, Michel, de de résidences. t'interrompre. Pardon, Oui. Michel, mais je crois, Dominique, que tu n'as pas remis en pleine… tu n'as pas… On voit là, Gérard. Non, Je suis en pleine page, là. Non. Oui, si, c'est bon, c'est bon. Si, moi je vois bien. C'est en pleine page, Chantal. Ah voilà, ça y est. Oui, ça y est. Bon. Bon, pardon. Non, pas de problème. Donc, un dysfonctionnement majeur lié finalement à beaucoup d'emplois au centre de Paris et puis des développements résidentiels en périphérie, très importants, ce qui créait forcément des migrations quotidiennes alternantes très, très importantes, et ça coinçait, quoi. Donc,
il y a eu une prise de décision ferme de l'État, c'était à l'époque de Gaulle, disant bon, il faut remettre un peu de l'ordre dans tout ça, et il a missionné donc de l'ouvrier. De l'ouvrier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà commencé par rassembler autour d'une table des compétences complémentaires qui sont devenues, c'était l'ancêtre de l'IAU, en gros, hein, voilà. C'est parti de là. Et de ce remue-ménage initial, il y a eu cette idée de faire des villes nouvelles, alors, autour de la région parisienne, autour de Paris. Alors, avant, il y en avait un peu plus, puis ça s'est réduit, les positionnements, ça a évolué au cours du temps, jusqu'à ce que ça se fixe au moment du schéma directeur de 65, qui a été l'élément majeur, où il y a 5 villes nouvelles qui ont été proposées. Donc, va peut-être changer. Voilà. Alors, ce que je disais là, juste après, c'est que le développement de ces 5 villes nouvelles, c'est accompagné aussi d'une prise de décision, c'est qu'il fallait qu'il y ait une gouvernance spécifique pour arriver à le faire. Et les petits schémas que vous voyez là, en fait, ça montre un peu le fonctionnement. À gauche, avec le triangle bleu, vous avez un mode de fonctionnement hiérarchique qui est sectoriel et hiérarchisé. Et à droite, le petit triangle blanc, c'est en fait le même, c'est dans la même structure, mais avec l'idée d'aller piquer des compétences dans différents départements ou dans différentes institutions pour créer un groupe qui a en charge de régler ces problèmes. C'est un système qui est un peu compliqué à mettre en place, mais qui est beaucoup moins chronophage que le management hiérarchique stricto sensu. Donc, c'est très, très important. Ça a été vraiment une des clés de ces idées. Et puis, les villes nouvelles ne sont pas venues comme ça. Il y avait quelques exemples. Il y a eu quelques exemples en Angleterre un petit peu avant, etc. Mais ça a été fait à la sauce française. Et l'idée, je redis ce que disait Chantal, c'est l'idée de base, c'était de régler le dysfonctionnement de migration alternante. Donc, il fallait créer des villes autonomes. Et l'objectif, c'est qu'il y ait autant d'emplois que de résidents actifs avec tous les équipements qui vont avec. Alors évidemment, là, ça a été une décision forte de l'État avec un engagement très important au niveau foncier, au niveau des outils. Alors là, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais il y en a beaucoup d'outils, il y a l'OIN, etc. Mais il y avait d'autres éléments qui étaient les ZAD, OK, après il y a eu les ZAC un peu plus tard, etc. Il y a eu plein d'outils qui finalement ont permis de faire fonctionner tout ça. On va peut-être changer là. OK. Alors ça, voilà, c'est quand, là on est sur la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et c'est au tout début, quand il y a eu, je crois que ce schéma, il est apparu avant même que l'EPA ait été complètement figé. C'était la période d'un test. Enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment le tout début. Et l'idée a été très simple. C'était de réaliser un développement de l'ouest vers l'est en s'appuyant sur un réseau ferré sur lequel il va y avoir des gares et qui vont cristalliser des centralités avec en complément des réseaux routiers structurants aussi en complément, et chaque poche on va dire sectionnée par des espaces de respiration majeurs. Et donc, c'est le schéma initial qui a été réalisé, et en changeant vous allez voir, en changeant de slide, vous allez voir ce que ça a donné. Eh bien, ça a donné ça. Vous voyez, alors vous voyez des traces continues, on voit le tracé
on va dire, du RER, qui est devenu le RER, le réseau ferré, avec les centralités en orange. Vous avez vous voyez l'autoroute, vous voyez aussi des séquences vertes différentes, de différentes couleurs. Ça reprend les séquences que vous avez un schéma sur le petit schéma à gauche. Vous avez sur la gauche, la première séquence verte, c'est la chaîne des bois. Enfin, il y a toute une série de bois qui s'enchaînent, qui ont été préservés. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la chaîne des lacs. Alors là, ce sont des espaces qui sont largement paysagés, mais autour de bassins de rétention. Des bassins de rétention, on va voir une image un peu plus tard, ce sont des ouvrages techniques, mais qui ont été l'occasion de réaliser des aménagements paysagers importants et qui a permis de valoriser aussi les constructions qui sont autour. Ensuite, vous avez un vert clair qui ceinture la ville de Bussy-Saint-Georges, c'est ce qu'on appelle l'écharpe verte, et qui là c'est assez intéressant parce que vous avez à la fois un petit peu de forêt, mais vous avez également des espaces agricoles protégés. C'est-à-dire qu'on a sanctuarisé ces espaces pour pas qu'ils soient au cours du temps grignotés et perdre l'idée initiale du schéma initial. Donc l'objectif, c'était de rester dans ce cadre-là. Et puis après, plus à l'est, là, c'est des espaces beaucoup plus larges et beaucoup plus larges, avec des parcs, avec des grandes avenues avec très largement plantées, etc. Et là, c'est le secteur 4 qui sont réalisés autour des parcs Disney et puis de Val d'Europe. Alors, ça, c'est ce que le schéma initial a donné. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Marne-la-Vallée, on pourrait dire, est un peu une vitrine de l'urbanisation en France depuis la fin des 30 Glorieuses. C'est-à-dire que c'est vrai que l'urbanisation, les formes urbaines qui ont été produites ont évolué au cours du temps. Et alors là, c'est assez marrant parce que c'est très net. Et ce qui est très net aussi, c'est que ça s'explique. Vous savez que dans la loi sur l'architecture, sur l'architecture commence par ces mots. L'architecture est une expérience, est une expression de la culture. C'est vrai. Et si on parle de l'aménagement territorial ou de l'aménagement urbain, c'est l'expression d'un mode de gouvernance. Et vous allez le voir dans les différentes étapes du développement. On peut changer de slide. Alors, première grande phase de développement. Bon, les établissements publics viennent d'être créés, on commence à urbaniser. Vous avez un État qui est très fort. Hein. Ça a été lancé et très structuré. Donc, l'État très fort, c'est une urbanisation imposée. Alors, c'était une époque, et ce qui était produit, ça voulait un petit peu rompre avec les grands ensembles, mais il y avait quand même c'était un peu raide quand même. C'était un peu en rupture avec l'environnement urbain. Et puis, c'était la période où il y avait l'application de cette théorie qui a fait des ravages fonctionnalistes conduisant à l'urbanisme de Dahl. C'est-à-dire qu'on sépare les fonctions, on dit ouais, ça va marcher, etc. On pense à tout, hein, de façon un ingénieur, mais pas du tout un sociologue. Hein. On ne passe pas aux gens et à la façon de vivre. Hein. On a un peu oublié. Donc, ça a donné ces formes urbaines qui sont très caractéristiques, et vous arrivez avec des trucs un peu bizarres, c'est que vous avez des centralités enclavées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller. C'est quand même un peu bizarre. Donc, voilà, ça a été une époque. Donc là, donc on est toujours sur la première phase de développement, et vous avez là un exemple. Donc ça, c'est les opérations de Ricardo Bofill avec avec une forme urbaine très marquée, en rupture avec ce qu'il y a autour. Bon, je ne reviens pas là-dessus. C'était la première phase de développement. On peut passer à la deuxième. Alors,
deuxième phase de développement, bon, après, c'est un peu sommaire hein, ce que je vous dis. Je vous l'ai fait par tranche de 10 ans, hein, mais bon. Deuxième phase de développement, c'est on pourrait appeler une urbanisation soutenue. C'est-à-dire qu'après ces 10 premières années, on s'est rendu compte que c'était un peu raide quand même. Hein. Il fallait peut-être essayer de trouver autre chose. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Ça a été une période où, finalement, on s'est ouvert sur des champs d'expérimentation. Il y a eu des financements, il y a ce qu'on appelait des REX, hein, pour faire des tas d'opérations. Alors, on a testé des trucs, et c'était assez intéressant. Alors, on essayait de retrouver une échelle humaine, on essayait d'intégrer pas mal d'espaces verts, d'espaces… Bon. Mais on arrivait à un système qui était une juxtaposition de pièces urbaines. Ces petites pièces urbaines, elles étaient intéressantes, mais c'était un patchwork. Et puis finalement, il n'y avait pas tellement de centralité. Il y avait pas, et puis il y avait un courant postmoderniste qui était assez, qui pouvait être intéressant et tout, mais c'était pas très suivi. Et c'était un peu, c'était des expérimentations, mais ponctuelles, et c'était pas des expérimentations à une échelle un peu plus grande. Donc vous pouvez changer de slide. Donc là, c'est toujours d'autres exemples. On voit d'ailleurs un des lacs de la chaîne des lacs, un ouvrage qui est complètement qui est technique pour essayer d'éviter d'avoir trop de rejets. Donc c'est vraiment un ouvrage technique, mais au lieu d'avoir un ouvrage avec des bâches comme on voit au bord des autoroutes, l'idée ça a été d'avoir des rives suffisamment inclinées et puis des paysagements assez marqués pour que finalement ça devienne des espaces d'agrément et finalement ça donne de la valeur aux bâtiments qui sont autour. Donc c'est une urbanisation soutenue. Voilà. Ensuite, troisième, on change de slide, troisième phase de développement. Alors là, on s'est dit, c'est bien les pièces urbaines, mais ça serait bien d'essayer de travailler sur la ville sur son ensemble. Alors, bon, on passe des fois du coq à l'âne, d'un extrême à l'autre. Mais bon, là, on est sur, vous avez une image là, de Bussy-Saint-Jean, donc l'idée, c'était une urbanisation composée. Alors, c'est une urbanisation composée, mais avec le terme composé de deux façons. C'est composé géométriquement, mais composé aussi avec les habitants, parce que progressivement, on est passé d'une urbanisation imposée au début à une urbanisation finalement où il fallait composer avec les habitants, il fallait discuter, il fallait… donc, c'était le début des discussions. Ce qui veut dire que pour arriver à produire des opérations et en discutant avec les différents acteurs, il faut essayer de rassurer. Et on est venu, c'est un peu facile, mais à retrouver des formes urbaines rassurantes pour que ça se vende plus facilement, quoi. En gros, c'est ça. Hein, donc, on est arrivé à un développement du New Urbanism, c'est-à-dire c'est des formes urbaines européennes qui sont parties aux États-Unis, qui ont été un peu, et puis qui sont revenus en France. Voilà. Donc, c'est un courant qui est plus ou moins bien. Ça dépend les compositions, ça dépend. C'est plus ou moins bien, mais l'idée c'était d'avoir une intégration des formes urbaines, d'avoir des référentiels qui sont rassurants et de créer une ville avec des repères urbains un peu traditionnels, avec des places. On retrouve des places, on retrouve des rues, on retrouve des repères, voilà, et puis une répartition des équipements publics pour éviter de les avoir tous à un endroit, etc. Donc, c'est trouver des quartiers avec voilà, des fonctionnements traditionnels. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, on est
toujours dans une urbanisation composée. Là, c'est vers le secteur 4, c'est vers Disney, où on voit là encore des formes urbaines néo-haussmanniennes. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est toujours une expression très… ouais, c'est du new-urbanisme. Voilà. Bon. Donc, c'est la troisième phase de développement. Ensuite, on est passé dans une phase de développement depuis les années 2000 à une urbanisation partagée. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a eu plusieurs phases de décentralisation. Il y en a eu de nouvelles. Et plus ça allait, plus il fallait discuter. Et pour arriver à élaborer des stratégies de développement, etc., il faut que ces stratégies soient partagées. C'est-à-dire qu'il faut il faut discuter et il faut co-construire, co-concevoir. C'est-à-dire qu'en gros, sur cette phase, on met en place un système de conception de projets urbains sur la base de management en intelligence collective. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mettre en place, de mettre face à face et autour d'une table des personnes ou des acteurs qui des fois ne s'entendent pas, mais trouver les moyens d'engager le dialogue et de construire quelque chose ensemble. Et j'ai des exemples très concrets où ça s'est passé, en particulier sur Marne-la-Vallée. Bon, là, c'est la grande période où on a parlé de développement durable. Alors, réalisation d'écoquartiers, bon, écoquartiers, disons de vrais quartiers qui soient écoquartiers, d'accord. Ensuite, on a renouvelé aussi avec des champs d'expérimentation, mais en essayant d'éviter les juxtapositions. Hein, bon. Et l'objectif, c'était quand même toujours de rechercher une qualité de vie tout en essayant d'accéder à un équilibre habitat-emploi. C'est-à-dire l'objectif, c'est d'avoir un taux d'emploi de 1. Alors, ça n'est pas arrivé de suite, mais au début des années 2000, de mémoire, ça devait être le taux d'emploi devait être à 0,93, et puis vers les 2010, c'était déjà à 1, taux d'emploi de 1. Donc, c'est-à-dire que là, on atteignait l'objectif initial. Et puis, c'était aussi l'objectif de développer un maillage d'infrastructures de transport en commun qui manquait, et puis de se mettre à travailler sur le renouvellement urbain. Jusqu'à présent, il n'en était pas du tout question. C'était un développement d'une ville nouvelle, mais déjà, après quelques années, avec plusieurs générations finalement de réalisation, il fallait renouveler, retravailler la ville sur la ville. Donc, ça a commencé à ce moment-là. Vous pouvez changer de slide. Alors, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu un changement de stratégie de développement. Le schéma que vous voyez en haut, qui est le schéma initial, historique, on s'est rendu compte au cours du temps, malgré une vigilance soutenue, hein, que cela générait malgré tout un peu d'étalement urbain. Alors qu'il y avait, au cours de l'élaboration de ce premier schéma, des centralités qui étaient plus marquées. Alors, il y avait la centralité de Noisy-le-Grand et puis il y avait la centralité autour de Val d'Europe qui était marquée. Et en interne, alors on était très opérationnel au moment où on a eu cette bascule. On avait, à Épamarne, on avait 55 ZAC en cours en même temps. Donc, c'était très opérationnel. Mais il y avait des ZAC qui commençaient à s'arrêter. Il y en avait de nouvelles qui commençaient, mais on sentait qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y avait un étalement naturel qui arrivait. Donc, on a en interne réfléchi à une réorientation de la stratégie de développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en s'appuyant sur ces deux pôles,
sur ces deux centralités majeures. Et on s'est dit, alors que ce n'était pas du tout dans nos compétences, hein, on s'est dit, et en regardant un petit peu ce qui se passait sur l'ensemble de la ville nouvelle, de la région Île-de-France, et puis en fait, il y avait un problème sur la région Île-de-France, c'est que ça manquait de liaisons orbitales. Il y avait des liaisons radiales à partir de Paris et vers l'extérieur, mais des liaisons orbitales, il n'y en avait pas, il en manquait. C'est-à-dire que pour aller d'un point à l'autre, il fallait être obligé d'aller par Paris pour aller dans un autre site proche. Donc, on a élaboré cette stratégie et en fait, on l'a faite en interne à l'EPA, en discutant avec les élus, en discutant, en se rapprochant des acteurs. Et puis, est arrivé, on peut changer de slide, est arrivé le Grand Paris. Et lors des premières réunions avec le Grand Paris, sur l'idée du Grand Paris, eh bien, il n'y avait rien du tout sur l'Est, le reste de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur le… Mais étant donné que nous avions, alors c'est un coup de bol, hein, nous avions élaboré une stratégie en interne sans savoir comment on allait pouvoir la mettre en œuvre. Et on est arrivé au ministère avec cette idée. Et ben, ça a donné le schéma que vous voyez, qui sont tous les clusters autour de Paris, et puis les grands pôles de développement et le réseau du Grand Paris Express. Voilà. Donc ça, je vous ai résumé ça de façon très condensée, mais en gros, ça s'est passé comme ça. Et le fait d'avoir anticipé et d'avoir finalement réussi à réorienter le développement du Grand Paris Express et du Grand Paris, en fait, ça a été majeur. Alors, que retenir de cet exemple? D'abord, cette volonté absolument politique forte au départ. Il y avait quelque chose de très simple. La commande était très simple, mais il y avait une vraie volonté derrière qui a été soutenue, et on a mis les moyens, à la fois humains, financiers, juridiques, pour que ça marche. Ça a évolué au cours du temps, ok, l'État s'est déjà engagé peut-être petit à petit, etc. C'est normal. Mais voilà. Et donc, ça a permis de créer une organisation de la gouvernance particulière. C'était sans précédent. Et puis, la mise en place donc, de ces outils d'intérêt national, etc. Et puis tout. Et ce qui est remarquable dans ce truc, dans cette histoire, c'est que en passant plusieurs générations et avec une évolution des modes de gouvernance qui ont produit des formes urbaines différentes, eh bien, le cap initial a été maintenu. Et ça, moi, je trouve que c'est ceux qui ont lancé, qui ont eu cette idée et de lancer ça, franchement, chapeau. Parce que depuis, mis à part un petit peu le Grand Paris, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc ça, chapeau. Chapeau pour le côté visionnaire du truc. Et puis ça a marché. Hein. Ça a marché. Donc, alors, toutes les villes nouvelles n'ont pas marché de la même façon. C'est normal. Hein. On teste des trucs, ça marche pas, etc. Par exemple, Évry, c'était un peu une ville dans un échangeur autoroutier. Hein. Le Vaudreuil, il était un peu loin de Paris, donc c'était un peu plus Rouen, quoi, alors qu'à l'origine, c'était bon. Mais globalement, c'était quand même une belle expérience. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin, j'ai tout dit. J'ai été très. J'ai ramassé pas mal les choses et j'ai certainement oublié beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé.